Une espèce, une histoire, un podcast, une aventure. Protégé, menacé, mal aimé, extraordinaire. Préjugé, dénigré, apprendre, découvrir, partager, ensemble. De la nature à nous, de nous vers la nature. Voix sauvage, donnons la parole aux vivants. Voici le 5e et avant-dernier épisode du projet Voix sauvage. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'une espèce bien connue de tous, Vulpes vulpes, qui a pour nom vernaculaire le renard roux. Mais est-ce que nous le connaissons réellement ? Pour répondre à cette question, nous sommes partis à la rencontre de Karine Gress, une naturaliste passionnée et dévouée à sa cause, qui nous retracera son parcours. C'est à travers ce podcast que vous découvrirez probablement beaucoup de choses sur cet animal élégant et discret, caché dans nos forêts. Le renard roux est une espèce de la famille des canidés. Et oui, il fait partie de la même famille que nos amis les chiens. Nous le reconnaissons très facilement avec l'aide de son pelage roux bien fourni, qui devient plus dense en hiver. Les individus ont de fortes variances de couleurs, ce qui nous permet de les distinguer. Ses pattes sont relativement courtes et minces, son museau fin et allongé, ses oreilles mobiles, et enfin sa longue queue font de lui un excellent chasseur. Il a un poids entre 5 et 7 kg et mesure environ 90 cm. Le renard roux a une durée de vie relativement courte et est estimé de 2 à 6 ans. Ce petit rouquin est présent en Amérique du Nord, en Asie, en Afrique du Nord, en Australie et dans quasi toute l'Europe. Bien qu'il soit doté de dents pointues, il reste une espèce omnivore. Son menu est extrêmement divers et varié. Mollusques, insectes, mammifères, oiseaux, batraciens, fruits et baies, et même des charognes feraient bien son 4 heures. Mais qu'en est-il de son habitat ? Il faut savoir que le renard roux creuse très rarement son terrier lui-même. Très souvent, il va préférer loger dans un terrier d'une autre espèce, tel que le blaireau. Du côté de la reproduction, le rut de Vulpes a souvent lieu en janvier-février. Après une gestation d'environ 2 mois, la femelle mettra au monde 3 à 5 petits. Les petits deviennent indépendants vers l'âge de 4 mois, mais demeurent pourtant au terrier familial jusqu'à l'automne. C'est à partir de 10 à 12 mois qu'ils acquièrent leur maturité sexuelle et pourront à leur tour devenir parents. En France, le renard n'a pas de prédateur en particulier, mis à part l'être humain. Il est possible qu'un lynx s'en prenne à lui, mais ce n'est pas le cas de la Dordogne. Je vous laisse à présent avec Karine pour une petite présentation de sa structure. Alors le Clos des Renardises existe depuis 2020. C'est une association avant tout d'études, de diffusion de connaissances pour la protection des petits carnivores dits nuisibles, autrement dit les espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, et avec comme ambassadeur le renard roux, qui est notre espèce emblématique, qui représente très bien la vie sauvage, les mammifères, les carnivores sauvages de France. Ensuite, on a déménagé le siège social pour venir s'installer dans un endroit où on avait un projet, celui de faire un refuge pour des renards roux à nouveau, qui ne peuvent pas être relâchés pour diverses raisons. Donc ils sont passés par des centres de soins ou par la police de l'environnement, et on nous les confie parce qu'ils ne sont plus aptes à vivre dans le milieu naturel. Sont dues à quoi ces inaptitudes à vivre dans les milieux naturels ? Alors, il y a plusieurs inaptitudes. Nous, la majorité des cas, ce sont des renards qui ont été impactés par la route, donc des chocs avec des véhicules. Les gens les amènent en centre de soins parce qu'ils trouvent un renard qui respire encore sur le bord de la route. C'est pas toujours le cas, hein. Parfois ils sont déchiquetés. Et quand c'est le cas, le centre de soins choisit de les soigner si le pronostic n'est pas trop engagé et que l'animal n'est pas trop abîmé, parce que le but c'est de les relâcher, pas de mettre des animaux handicapés dans la nature ni de remplir les refuges. Mais il arrive que parfois certains renards gardent des séquelles. Nous on parle de renards, mais dans toutes les espèces c'est le cas, gardent des séquelles, et plutôt que de les abattre ou de les euthanasier, on essaie de trouver une alternative justement viable pour ces animaux. Et nous, j'aime pas le terme se servir, mais nous, ils deviennent nos ambassadeurs qui représentent l'espèce, mais plus particulièrement l'individu. Et en racontant leur histoire, ça sensibilise autrement mieux les gens. Et puis ce sont des renards qui sont concrets, avec un petit nom, avec une histoire, avec les visuels
que l'on fait, on les fait découvrir aux plus jeunes et puis à tous les publics. Vous en avez combien actuellement ? Actuellement, on en a 9 et plus une qui est en attente de placement parce qu'elle nous a été confiée par l'OFB de Charente-Maritime pendant une procédure justement de saisie judiciaire. Puis l'animal va pouvoir intégrer un parc animalier où il y a d'autres renards et puis elle vivra comme ça. Et on a une chance, c'est que le renard est une espèce qui s'adapte très très bien et donc qui ne souffre pas trop, en tout cas pour ceux-là, pour certains, de la captivité. Avez-vous un fait intéressant ou une anecdote à nous raconter sur le renard roux ? Le renard roux, c'est son côté félin me fascine assez particulièrement parce qu'il fait partie des canidés. Et il ressemble quand même plus à un coyote, un loup, un chien qu'à un chat. Et pourtant, il a quand même des traits du chat, comme les pupilles. Il les a verticales, ce qui lui permet d'avoir une meilleure vision nocturne, telle que les félins. Et il a aussi les griffes semi-rétractiles. Le chien a des ongles qui ne se rétractent pas. Le chat a les griffes vraiment rétractiles et le renard est entre les deux. Et moi, j'adore me dire que finalement, au moment où ils ont dû se séparer, les canidés, les félidés, il s'est dit, je sais pas trop, je vais rester au milieu et je vais profiter des avantages des uns et des autres. Et en fait, il a les griffes semi-rétractiles. Pourquoi ? Parce qu'il a les mêmes proies que les chats. Il mulotte comme le chat aussi. Et il se déplace comme un félin, plus habile que le chien. Il peut sauter à 2 mètres de haut, 3 mètres de long, sans élan. Il creuse des terriers, il grimpe aux arbres, il sait nager. C'est un multi polyvalent et il est passionnant parce qu'en plus il est rusé, en effet, il est intelligent. D'ailleurs, son nom latin, Vulpes, vient de Volitans pedibus, qui voulait dire en latin danse avec les pieds, en relation au fait qu'il change souvent de direction. Et il change souvent de direction très habilement parce que le poids de ses membres pour un chien de même taille est 30% plus léger. Donc il a une mobilité extraordinaire qui lui permet soit de semer l'ennemi ou en tout cas de traquer ses proies. Que pensez-vous sur les préjugés concernant le renard roux ? Les préjugés, on essaye déjà de les démonter un à un, mais ils sont très très ancrés et une certaine partie de la société entretient ces préjugés parce que justement ça permet par exemple aux chasseurs de continuer leur loisir tout au long de l'année, puisqu'il faut savoir que la période de la chasse débute de la mi-août jusque la fin février, début mars, et qu'après le chasseur il est au repos et certains aiment quand même bien continuer, et il y a ces fameux chasseurs de nuisibles, notamment les traqueurs de renards, qui peuvent continuer leur loisir toute l'année en déterrant, en piégeant, en continuant à tirer avec les battues administratives. Donc on entretient un petit peu ce côté où le renard est une mauvaise bête, la bête rousse comme dans le Moyen-Âge là. Puis on l'accuse aussi de véhiculer des maladies à la mode, bien sûr, pour faire peur aux gens, parce que les gens ne sont pas censés tout connaître. On maintient cette méconnaissance qui lui nuit. Beaucoup de gens, même des vétérinaires, croient qu'il y a encore la rage du renard, alors qu'elle n'est plus en France depuis 1998, et ça a été déclaré officiellement par l'OMS en 2001. La France était exempte de rage. C'est hyper suivi aux frontières avec les pays de l'Est, aux frontières avec le Sud. On dit aussi qu'il véhicule des vers, on lui donne vraiment la mauvaise presse, mais il n'a pas plus de vers, de parasites que le chien et le chat, ce sont les mêmes. Et puis c'est plus facile quand même, c'est plus habituel de manipuler de la terre où il y a eu des crottes de son chien ou de son chat, ou de chiens de chat, plutôt que des crottes de renard qui lui restent quand même logiquement un peu plus en dehors. Mais il suffit de nettoyer ses légumes, de ses fruits, etc. Et puis on entretient que c'est une mauvaise bête, comme dans la mythologie. Il est le représentant du mal, du démon. En fait, c'est un animal nocturne, qui est devenu nocturne parce que ses proies sont devenues nocturnes à cause de la présence humaine. Donc tout le monde a peur des hommes, donc ils vivent la nuit pour nous éviter le plus possible. Et ça lui donne une connotation, déjà qu'il est furtif, il a des yeux qui brillent dans la nuit, avec le tapetum lucidum, c'est une membrane réfléchissante des animaux qui vivent la nuit. C'est ça qu'on les voit dans les phares des voitures, et ça lui donne certainement une connotation d'animal mystérieux. Ce qui est mystérieux et qu'on ne
ne connaît pas, ça effraie. À vous de faire votre propre avis à son sujet. Nous vous remercions, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute. À bientôt pour notre prochain et dernier épisode, le petit rhinolophe.